Très bien. Bon retour. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'accueil liaison pour des arrivants. C'est bien ça? Accueil liaison pour arrivants. Excellent. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé et qu'ensuite nous procéderons à une période d'échange. Je pense que je vous ai déjà rencontré. Donc, vous connaissez le format. Je vais vous faire des petits signes de la main une fois de temps en temps, sinon je vais vous exprimer quand vous arrivez à la fin de vos périodes d'intervention. Je vous invite à vous présenter puis à débuter votre exposé. Allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, au nom des membres du Conseil d'administration de l'organisme, je veux d'abord vous remercier de l'invitation. Mon nom est René Fréchette, je suis directeur général d'ALPA. Nous sommes situés à Montréal, près du Stade olympique. Je suis en compagnie d'Éric Mallette, directeur développement et services aux employeurs chez ALPA. En l'absence d'un représentant du conseil d'administration, compte tenu des vacances estivales, j'aimerais vous présenter ALPA. Depuis 35 ans, ALPA travaille tous les jours avec les personnes immigrantes sur le terrain. L'an dernier, notre équipe de 23 spécialistes, qui parlent d'ailleurs 10 langues, a accompagné 4000 personnes immigrantes. 90 bénévoles les soutiennent. Notre offre intégrée de services couvre l'accueil et l'intégration, la francisation, l'emploi, la régionalisation et le tout nouveau service aux employeurs. Le conseil d'administration d'ALPA est diversifié quant aux compétences, au genre, à l'origine de ses membres. Le conseil applique les meilleures pratiques de gouvernance. Par ailleurs, nous amorçons fièrement la deuxième année du cycle triennal de notre planification stratégique qui vise des objectifs spécifiques, mesurables, ancrés dans un échéancier. Notre organisation est agile. Nous gardons l'œil ouvert pour améliorer en continu les services offerts aux personnes immigrantes. Par exemple, nous utilisons un dossier électronique pour mieux suivre le parcours de chaque participant. Des services sont dispensés le soir, le samedi et bientôt le dimanche, incluant la francisation. Et nous impliquons dans de nombreux comités du milieu des affaires et du milieu communautaire. ALPA souhaite agir comme vecteur d'innovation des politiques publiques. L'organisme participe au projet pilote mené par le Midi sur l'implantation du parcours d'accompagnement personnalisé. Nous participons aussi à un projet pilote du Midi sur la francisation. Avec 2 autres organismes, nous avons concrétisé le projet emploi-en-région.ca au cours de la dernière année et nous sommes ouverts à nous impliquer dans d'autres projets. Notre mémoire aborde 3 thèmes. D'abord, le rôle des organismes communautaires comme partenaires du parcours d'intégration. Puis, le rôle des employeurs dans une perspective d'engagement partagé. Et, enfin, l'immigration comme apport pour les employeurs situés hors du Grand Montréal. Nous nous sommes abstenus de nous prononcer sur les admissions projetées, de même que sur la répartition entre les différentes catégories. Selon vos décisions sur ces 2 points, comme c'est le cas depuis 35 ans, ALPA offrira des services de qualité à toute personne immigrante accueillie au Québec. Parlons d'abord du rôle clé des organismes communautaires. Chaque personne immigrante arrivant chez ALPA rencontre un membre de l'équipe qui évalue ses besoins en s'assurant à la fois de couvrir les dimensions économiques, linguistiques, culturelles, citoyennes et communautaires. Dans notre mémoire, nous référons d'ailleurs à une étude de Statistique Canada qui démontre l'impact positif du capital social et de l'accompagnement des organismes, incluant un écart positif et significatif au niveau salarial. ALPA peut, à l'instar des autres organismes communautaires spécialisés en immigration, jouer un rôle crucial dans le succès de cette démarche. Pour ma part, je vais maintenant vous parler de l'accompagnement des employeurs afin qu'ils puissent miser avec succès sur la part stratégique de l'immigration et édifier des milieux d'accueil inclusifs. Je me suis joint à l'équipe de direction d'ALPA en juin dernier, c'est donc tout récent, et avec enthousiasme, j'ai décidé de mettre à profit 25 ans d'expérience en gestion des ressources humaines, dont 15 ans dans des postes de direction dans le milieu corporatif et 10 ans dans un cabinet de recrutement. Au printemps 2019, à même ces ressources, ALPA a ajouté un nouveau service aux employeurs à son offre. Selon nous, les données sur le chômage des personnes immigrantes, ainsi que le résultat d'un diagnostic posé auprès d'employeurs depuis mon arrivée, illustrent la nécessité de bien les accompagner.
En créant le service aux employeurs, ALPA veut contribuer à l'élimination de biais discriminatoires à l'endroit des minorités ethnoculturelles et des femmes. Le but est aussi d'améliorer en continu les services d'employabilité d'ALPA pour que la main-d'œuvre immigrante, présente et à venir, puisse contribuer pleinement à la prospérité du Québec. Notre offre aux employeurs repose donc sur 35 ans d'expérience en intervention directe auprès des personnes immigrantes. Chaque intervention de notre équipe d'employabilité permet de capter de l'information sur les obstacles et les freins à l'intégration au marché du travail. Cette information, comme celle que nous recueillerons auprès des employeurs, générera une synergie et conférera une valeur ajoutée aux nouveaux services d'ALPA. Nous voulons, d'une part, faire la promotion d'excellentes pratiques existantes, mais aussi créer un véritable laboratoire de développement de nouvelles pratiques en matière d'inclusion. En créant ce service, ALPA souhaite faciliter l'intégration des personnes immigrantes qui arriveront selon un processus accéléré décrit à l'orientation 6 de la planification 2020-2022. Quand tout va vite, le risque d'erreur augmente. ALPA peut intervenir auprès de ses clientèles depuis l'étranger pour permettre une intégration réussie à leur arrivée en poste au Québec. Je partage 4 constats qui résultent à la fois de mes 25 ans d'expérience et d'entrevues réalisées plus récemment avec des employeurs sur leurs besoins en gestion de la diversité. Le premier constat, les besoins importants d'accompagnement des employeurs existent. Tout comme pour les personnes immigrantes, ces besoins sont spécifiques et pour y répondre, des actions concrètes et efficaces s'imposent. Deuxième constat, les barrières à l'emploi des personnes immigrantes existent bel et bien, particulièrement en ce qui a trait, à notre avis, à l'évaluation des compétences transférables et comportementales. Aussi, il n'existe pas nécessairement de corrélation entre la taille ou le secteur d'activité d'une entreprise et sa capacité à gérer les enjeux de diversité. Enfin, lorsqu'il les connaît, l'employeur s'y perd dans les informations et les outils offerts en gestion de la diversité. Le vocabulaire est souvent perçu comme abstrait, les outils perçus comme théoriques et parfois même à trop haut niveau. Ces constats ont amené ALPA à développer une offre à 3 volets. Le premier volet est un programme d'accompagnement au recrutement responsable et inclusif. Le second, des services consultatifs en gestion de la diversité où ALPA agira comme un carrefour d'experts aptes à répondre à des problématiques spécifiques. Enfin, des ateliers-conférences sur la valorisation de la diversité pour sensibiliser les employeurs et leurs équipes. Comme directeur du service aux employeurs d'ALPA, je favorise une approche pratique et bien alignée sur la réalité des employeurs et idéalement ainsi qu'un langage qui leur parle. Je serai heureux de répondre à vos questions car bien que notre service soit tout nouveau, on sait que sa nécessité et son potentiel sont grands. Nous visons des résultats. Enfin, parlons de l'immigration comme apport pour les employeurs situés en dehors du Grand Montréal. ALPA intervient en régionalisation depuis 2010. Selon les prévisions, plus de la moitié des emplois à combler au Québec seront en dehors du Grand Montréal d'ici 2021. J'en profite donc pour vous parler du projet pilote du Midi mené conjointement par 3 organismes de Montréal, Promis, le Collectif et ALPA. Il vise à créer un continuum d'intervention pour que la personne immigrante maintienne le contact avec des ressources compétentes tout au long du processus de régionalisation. Le partage d'expertise des 3 organismes a permis l'année dernière 650 établissements dans 11 régions administratives du Québec. On parle de plus de 1000 personnes. Le potentiel d'un tel projet mérite d'être soutenu dans un contexte où la concertation des efforts ne peut être que bénéfique. Nous réitérons l'importance d'une concertation accrue des partenaires dans les régions. Je me permets d'ajouter la pertinence d'informer et de sensibiliser les milieux d'accueil pour susciter une plus grande ouverture de la diversité ethnoculturelle. Lorsqu'une famille quitte la région qui l'avait adoptée, c'est aussi souvent tout le milieu qui se démobilise, incluant un employeur déçu des efforts investis en vain. Tout est à recommencer. 3 recommandations figurent dans notre mémoire en page 21. La première porte sur le rôle clé des organismes communautaires dans la réussite du parcours d'intégration. La deuxième, sur les mesures à mettre en place avec les employeurs pour favoriser une meilleure intégration dans les milieux de travail. La troisième confirme le besoin d'investir efforts et ressources conséquentes dans toutes les régions du Québec pour contribuer à des établissements durables. Il vous reste 1 minute. Chez ALPA,
Nous sommes convaincus que c'est une responsabilité collective et un projet rassembleur que d'offrir les meilleures conditions aux personnes immigrantes que le Québec choisit d'accueillir. ALPA en appelle à la création de milieux inclusifs, tant sur le marché du travail et dans le milieu de vie. Chacun doit s'engager pleinement. L'heure est définitivement à l'action et ALPA peut et veut vous aider à faire mieux pour les services offerts aux personnes immigrantes. Merci de votre écoute. Merci à vous, M. Fréchette. Bienvenue, M. Mallette. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, pour un bloc pour le parti formant le gouvernement de 16 minutes. Merci, Mme. 16 minutes 30 secondes. Merci, Mme la Présidente. M. Fréchette, M. Mallette, bonjour. Merci d'être présent en commission parlementaire. Je crois qu'on s'était vu sur le projet de loi numéro 9. Vous étiez venu en commission parlementaire. Écoutez, je veux vous remercier pour votre mémoire, puis aussi pour le travail que vous faites au sein de l'organisme dans l'accueil des personnes. 4000 personnes, quand même, hein, c'est beaucoup. Il y a un volet qui m'intéresse sur le volet entreprise. Vous dites, je pense à votre deuxième recommandation, comment est-ce qu'on fait pour mieux outiller les entreprises dans l'accueil des nouveaux arrivants? Comment vous voyez ça? Pouvez-vous développer là-dessus? Certainement. J'y vais. Merci. Comme ce que je vais dire s'appuie certainement sur mes 2 mois et demi chez ALPA, mais aussi sur 25 ans de carrière de l'autre côté, donc du côté des employeurs, et aussi dans un cabinet de recrutement. Alors, à mon avis, l'approche doit certainement viser d'abord dès le processus d'embauche comme tel. À mon avis, il y a encore des biais discriminatoires dans le processus d'embauche, particulièrement dans l'évaluation de ce que j'appelle les compétences comportementales. On parle souvent de soft skills. Et ça, c'est pas facile et c'est pas tous les employeurs qui sont équipés pour bien évaluer ça. Et c'est là, à mon avis, que les préjugés, les stéréotypes peuvent être nombreux. Ensuite, évidemment, pour tout ce qui est l'accueil et l'inclusion, alors différentes formules d'accueil peuvent exister, que ce soit tout ce qui est jumelage, parrainage, coaching, mais aussi, comme tel, les meilleurs employeurs que j'ai vus traitent des familles autour des personnes aussi également. Donc, pas seulement des employés, mais également des familles, parce qu'on ne veut pas que ces gens-là soient nécessairement isolés. Ensuite, évidemment, toujours dans l'accueil, l'interprétation des codes culturels. Alors ça, c'est quand même, ça peut paraître très simple pour des gens natifs, mais pas nécessairement pour des personnes immigrantes, de bien comprendre, par exemple, comment fonctionne la hiérarchie dans une organisation. C'est quoi innover? Est-ce que j'ai le droit d'émettre mes idées ou j'ai pas le droit, etc. Donc, il y a des codes culturels bien précis comme ça qu'il faut accompagner. Tout ce qui est en processus d'équité également. Mais de manière plus importante, moi, où je vois qu'il y a que le bas blesse souvent, c'est tout ce qui est maximiser le potentiel des personnes immigrantes lorsqu'ils sont en emploi, ainsi que de les maintenir en emploi, bien sûr. Alors, je pense que ça, c'est des façons. C'est pourquoi on a décidé de développer 3 services. Le premier, celui en accompagnement au recrutement responsable et inclusif, où on veut rester présent pour s'assurer que les personnes immigrantes soient bien évaluées ou mesurées et qu'ils contribuent à l'efficacité des organisations. Le deuxième, des ateliers conférences pour continuer la sensibilisation. On n'a pas fini de faire ça. Et le dernier, parce qu'on n'a pas nécessairement la prétention d'avoir toutes les expertises pour répondre à la variété des exigences des employeurs, c'est de se bâtir un carrefour d'experts, et il y en a, qu'on va connaître et qu'on pourra déployer selon les problématiques présentées. OK. Ça, c'est dans la perspective, supposons que une personne immigrante arrive sur le territoire québécois, ne connaît pas déjà son employeur, est en démarche d'emploi. Avec le système ARIMA, ce qu'on souhaite faire, éventuellement, c'est déjà d'avoir des offres d'emploi validées et déjà que dès l'étranger, il y ait justement un maillage entre les deux. Vous disiez dans votre mémoire, ça prendrait des services de formation en ligne dès l'étranger. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on veut mettre l'accent sur la francisation en ligne dès l'étranger. Même chose aussi, tantôt vous avez dit... pour les personnes migrantes, parfois, ils sont en poste, mais ils ne développent pas leur plein potentiel. Là, est-ce que vous parlez de l'enjeu de la surqualification? Non, oui, ils ne sont pas nécessairement surqualifiés, mais non, certainement... Mais dans le fond... Allez-y. Non, mais je peux vous laisser. Non, allez-y. Alors, tout ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'ils sont utilisés à leur plein potentiel et est-ce que l'employeur reconnaît ce plein potentiel-là, souvent par les expériences passées ou les qualifications du pays d'origine. Alors souvent, c'est un peu méconnu. Et ce qu'on prône chez ALPA, c'est pas seulement de trouver un emploi, mais le bon emploi et celui dans lequel on se sent mobilisé pour offrir le mieux qu'on puisse à l'employeur. Mais de votre propos, là, ce que vous dites, là, c'est que parfois, les personnes immigrantes se retrouvent dans des postes pour lesquels elles ont davantage
d'expérience ou davantage de compétences que le poste qu'elles occupent. Tout à fait. OK. Fait qu'on revient à la question de la surqualification. Elles sont plus qualifiées que le poste qu'elles occupent. Peuvent être, oui, tout à fait. Peuvent être. Absolument. OK. Mais c'est ça, mais nous... En ce sens, Arima, à mon avis, peut faire un bout de chemin par rapport aux compétences techniques, à la transférabilité idéalement de ces compétences-là. Mais là où ça devient très, très, très difficile, c'est les compétences comportementales et on en trouve dans toutes les descriptions de poste. La capacité de collaborer, la capacité d'être innovant, la capacité de bien analyser, la capacité de bien vulgariser. Travailler en équipe. De travailler en équipe. Alors moi, mon expérience, particulièrement en cabinet de recrutement, c'est que si on présentait 3 candidats finalistes à un employeur, et je dis souvent qu'en cabinet de recrutement, on recrute personne. Au fait, on est un intermédiaire entre des candidats préqualifiés, mais on préqualifiait quand même les compétences comportementales. Or, quand on recevait le feedback ou la rétroaction sur les personnes immigrantes, souvent, ce qu'on nous disait, c'est « Ah, je ne vois pas comment cette personne-là va bien collaborer avec mon équipe. Je ne vois pas comment cette personne-là va bien innover. Je ne vois pas comment cette personne-là va savoir bien vulgariser. » Alors, pour moi, on avait beau challenger ça un peu ou le défier, mais automatiquement, je me disais, comment est-ce que l'employeur a vraiment mesuré ou fait pour évaluer ces compétences comportementales-là? Alors, en ce sens, de ce que l'on sait pour Arima, je ne suis pas certain que ça pourra être mesuré. Ça confirme, dans le fond, le besoin de former et les employeurs. Puis, je me permets de faire du pouce sur ce qu'Éric disait tout à l'heure quand vous disiez former à partir de l'étranger. En francisation, c'est un volet, oui, mais les codes du marché du travail au Québec, c'est intéressant de les connaître avant d'arriver en poste. Comme ça, on peut éviter un paquet de problématiques qui font en sorte que ça prend plus de temps à la personne, parce qu'on parle d'une entrée accélérée dans certains cas, dans les orientations. Ça prend plus de temps à la personne, ça n'a pas été accompagné par des ressources compétentes à prendre sa place dans son emploi, peu importe l'emploi. Donc, si on est capable à l'avance d'intervenir là-dedans, en plus des démarches de francisation, je pense que ça va être gagnant. OK. Et comment est-ce qu'on fait pour intervenir? On offre le soutien aux employeurs. Est-ce que vous pensez que... parce que nous, avec le parcours d'accompagnement personnalisé, on va accompagner la personne tout au long du processus. Si jamais il y a des difficultés, notamment en matière d'emploi, l'agenda d'aide à l'intégration va être là pour accompagner, pour résoudre des solutions. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, ça? Ou vous verriez une mission étatique supplémentaire? De ce que je comprenais du parcours d'accompagnement personnalisé, c'est que l'agent d'intégration, il agit comme évaluateur des besoins, puis il sert ensuite à pister vers les bonnes ressources. Donc, les organismes comme ALPA, les organismes communautaires comme ALPA, on va recevoir donc les gens avec le parcours établi par l'agent d'intégration, et nous, on l'applique et on le module au fur et à mesure que les besoins évoluent. Donc, dans cette perspective-là, je pense que c'est un bon point pour les gens lorsqu'ils sont arrivés ici. Mais si on parle des gens qui sont encore à l'étranger et qu'on veut faire en sorte que leur intégration au marché du travail puis au milieu de vie, de façon générale, se passe bien, je pense qu'il faut intervenir sur ces points-là alors qu'ils sont à distance, plus que uniquement la francisation. Même si la francisation est primordiale, on s'entend qu'apprendre le français, ça prend quand même pas mal de temps. Puis si je pouvais faire du pouce sur ça, parce que je pense que c'est lié aussi au sujet, c'est oui à l'agent d'intégration et au parcours personnalisé. J'aimerais peut-être juste vous donner un cas concret d'une intervention qu'on a eu à faire qui m'apparaît très simple, mais qui est quand même importante. Et je me demande jusqu'à quel point un agent d'intégration pourrait aller jusque-là, étant donné le volume potentiel de travail qu'ils auront à faire. Un employeur recherchait quelqu'un spécifiquement pour un poste à la fois administratif et à la fois en ressources humaines, et on demandait de l'expérience en CNESST, ainsi que de l'expérience à transiger avec Revenu Québec, Revenu Canada. Bon, la personne est arrivée ici depuis 1 an, n'a pas eu d'expérience dans son champ d'expertise. Alors, évidemment, quand l'employeur nous demande ça, c'est sûr que notre premier réflexe a été de bien évaluer la personne puis de voir s'il n'y a pas des talents transférables ou des compétences transférables. Or, en Côte d'Ivoire, quand on gratte et qu'on prend le temps de rencontrer le participant, on s'aperçoit qu'en Côte d'Ivoire, la CNSST, son équivalent, c'est la Caisse nationale de présence sociale. Et puis que Revenu Québec ou Revenu Canada, c'est la Direction générale des impôts. À partir du moment où on a compris ça, c'était bien plus facile de relayer à l'employeur qui avait là une compétence transférable, mais il fallait aller quand même dans le détail. Alors, oui au parcours personnalisé, oui à un accompagnement, mais je pense qu'il y a un accompagnement très, très
proche du terrain qui sera nécessaire et c'est ce qu'ALPA offre depuis maintenant 35 ans. Je suis d'accord avec vous, c'est bien. Vous comprenez? Fait que pour l'employeur, ça devenait important de lui faire ce que je vais appeler cette traduction-là. De vraiment clarifier les choses pour expliquer que chaque partie se comprend bien. Parce que si on cherche CNESST sur le CV, on ne trouvera jamais ça. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, je vous remercie. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Merci à vous. Oui, la députée de Vaudreuil-Soulanges, désire prendre la parole. Allez-y. Merci, Pour votre première intervention dans notre commission, si je ne me trompe pas. Oui, bienvenue à vous. Merci. Vous avez 6 minutes 30. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour, M. Fréchette. Bonjour, M. Mallette. Merci beaucoup pour votre présence ici. Très, très appréciée d'être venu parmi nous. Moi, j'aimerais en savoir plus sur les besoins. Vous avez parlé que vous évaluez les besoins à l'arrivée d'une personne immigrante dans votre organisme, économique, linguistique, culturel, citoyenne et communautaire. J'aimerais en savoir plus sur quel type de besoin qui est le plus demandé des personnes immigrantes et puis les programmes qui sont offerts en ce moment par le gouvernement, comment on peut améliorer les choses, si vous avez des cas concrets à nous expliquer. Récemment, depuis le 1er juillet, il y a eu des changements dans l'admissibilité au programme. Donc, il y a eu un élargissement d'admissibilité au programme d'accueil. C'est un programme, au plan technique, ça s'appelle le programme PRINT. Et ça permet donc d'accueillir les travailleurs temporaires, qui n'étaient pas admissibles à ces programmes-là avant. Et ça permet aussi d'accueillir les étudiants étrangers. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, je commence par la fin, vous dire, est-ce qu'on peut améliorer les programmes? Bien, ça, c'est une amélioration qui vient tout juste d'arriver, qui est fort intéressante. Il n'y a pas un besoin que je pourrais nommer d'entrée de jeu comme étant le besoin commun à tout le monde. Le principe, c'est que chaque personne immigrante est unique. Donc, elle arrive avec son bagage et il faut adapter le plan personnalisé. C'est ce qu'on faisait dans le passé. Maintenant, on va recevoir le plan préparé par l'agent d'intégration, puis notre rôle, ça va être de le mettre en application et, comme je disais tout à l'heure, de le moduler selon les besoins. Les premières rencontres qui sont faites par les intervenants chez nous servent vraiment à cerner le parcours. Puis là, je parle du parcours migratoire. Donc, comment la personne est arrivée au Québec, puis de quoi elle a besoin, dans le sens que, on parle de besoins primaires, on y va dans la hiérarchie, trouver un logement, s'il y a des enfants, est-ce qu'ils sont en âge scolaire, faire expliquer le principe de l'école, comment ça marche, parce que pour les gens qui ne parlent pas français, la première journée d'entrée à l'école pour leurs enfants, ça peut être assez traumatisant. Quand on commence à expliquer le principe des collations, qui n'ont pas le droit de rentrer avec des arachides, pour plusieurs personnes, c'est comme un petit peu un concept abstrait. Là. Je choisis cet exemple-là, puis j'aurais pu en prendre plein d'autres. Donc, l'évaluation des besoins, elle se fait vraiment sur mesure. Et à ce moment-là, on va y aller avec un mode d'intervention. Chez nous, on fonctionne avec un mode d'intervention individuel. On fait beaucoup de travail en groupe. Des séances d'information, des séances de formation en groupe. Ça permet aussi de commencer à se créer un réseau. Quand on change de pays, on perd notre réseau. Et on réalise, quand on vit au quotidien, l'importance de ce réseau-là pour tout. Quand on cherche un plombier, on fait qui si on n'a pas eu de problème de plomberie? Bien, on appelle un ami, on appelle quelqu'un, maintenant on appelle Facebook, puis on écrit « Réseau, aidez-moi à trouver un plombier ». Mais quand mon réseau il est en Côte d'Ivoire, si j'écris « Je veux un plombier », ça ne nous aide pas beaucoup à Montréal, ça. Donc, le travail en groupe nous permet de structurer un réseau ou de le consolider. Et on travaille beaucoup avec des partenaires externes. On est enraciné dans notre milieu. Donc, on travaille avec d'autres organismes qui complètent l'offre de services. Et je reviens donc à la fin de votre question. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les choses? Moi, je suis un partisan de l'approche étapiste. Donc, je suis heureux des derniers pas qui viennent d'être franchis. L'ajout des allocations pour les étudiants, les élèves en francisation. Nous, on fait du temps partiel. Il n'y avait pas d'allocation financière. Maintenant, il y en a une. C'est très positif. Et je pense que je suis prêt à faire un bout avec les moyens qu'on a en ce moment, puis de lever le drapeau au moment où il y aura d'autres besoins qui apparaîtront. Aussi, dans votre mémoire, vous avez mentionné un passage à la page 10 pour les demandeurs d'asile qui ont un intérêt pour la régionalisation.
Oui. Ça m'a intriguée. Vous citez l'exemple de l'entreprise KDC Oui. de la MRC Brome-Missisquoi. J'aimerais que vous m'en parliez davantage de cet exemple-là en particulier. Bien, ALPA, parce qu'on est situé près du stade olympique, ça avait frappé l'imaginaire collectif quand le stade avait été converti en centre d'hébergement. Donc, on est à quelques coins de rue. Donc, le boulevard Pineuf était devenu une allée très empruntée pour venir recourir à des services. Et dans le milieu communautaire, il y a peu d'organismes qui offrent une panoplie de services assez large aux demandeurs d'asile. En fait, les gens ont droit à la francisation, ce qui est loin d'être négligeable, et ils ont droit à l'aide au logement, qui sont des services qui sont financés par le Midi. Quand vient le temps de chercher de l'emploi, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, nous, on a, à même nos moyens, on est allé voir une fondation privée et on est allé chercher des moyens financiers pour générer un poste qui fait de l'accompagnement en employabilité pour les demandeurs d'asile. J'ai souvent entendu dans la commission depuis lundi, je regarde Mme Robitaille, qui a dit, on dit que les réfugiés sont des poids pour la société. La première chose que nous disent les demandeurs d'asile quand ils s'assoient chez nous, c'est « je veux travailler. Trouvez-moi un emploi. Vite. J'ai une famille, si je suis seul, j'ai moi à soutenir, mais si j'ai une famille à soutenir. » C'est pas des gens qui ont jamais vécu de l'aide sociale. Jamais. Des gens qui ont vécu en ayant des carrières, en ayant des métiers. Donc, quand ils viennent chez nous, ils ont besoin d'aide. Ils sont prêts à travailler. On le sait en ce moment, vous l'entendez depuis lundi, là, les employeurs crient... Il vous reste moins d'une minute. Les employeurs crient à l'aide pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, nous, ce qu'on fait avec les demandeurs d'asile, lorsqu'ils sont prêts à le faire, c'est qu'on va les encourager à aller travailler en région. Et aux employeurs qui disent, oui, mais est-ce qu'ils vont rester longtemps? Est-ce qu'on va les perdre vite? Bien, à vitesse que tournent les emplois de nos jours, un employé qui reste là pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est magnifique. Non, j'essayais de signifier, oui, il vous reste encore 20 secondes, j'essayais de lui signifier d'arrêter mon micro. Sans succès, il reste 10 secondes maintenant. Particulier au Québec? De Montréal, c'est des régions où c'est plus facile d'encourager les gens à aller s'installer. Okay. Ça termine le bloc d'échange. Je prête maintenant la parole au député de Néligan, qui est le porte-parole de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre participation, votre présence, votre rapport, mais aussi pour votre contribution à l'intégration des nouveaux arrivants. C'est très, très apprécié. J'ai 2 questions. Vous semblez dire, et corrigez-moi si je me trompe, le parcours personnalisé, vous le faites depuis très longtemps. Vous avez développé d'expertise. Pouvez-vous me parler de cette expertise? Bien, dans les faits, depuis nombre d'années, chez ALPA, comme dans beaucoup d'organismes communautaires, ce qui fait la qualité de l'intervention, c'est notre capacité à personnaliser notre approche. Donc, le parcours personnalisé, il était existant dans le réseau. Je pense que c'est assez simple. C'est vraiment cette capacité d'adapter nos services aux besoins. Est-ce que ça a été développé à l'interne? Ça a été développé à l'interne? Oui, exactement, oui. Au fil d'années d'expérience, à chaque année, là, je l'ai dit 4000 personnes l'année dernière, mais à chaque année, c'est des milliers de personnes qui viennent chez nous pour chercher de l'accompagnement. Donc, on a développé cette approche-là. Chose qui est bien du nouveau système qui va apparaître, c'est que le BINAM, le Bureau d'immigration de la Ville de Montréal, disait qu'il y a presque 50 des personnes immigrantes qui ignorent tous des services auxquels ils pourraient avoir droit. Donc, je pense que en instaurant une rencontre systématique avec les gens qui vont arriver à l'aéroport, bon, ça permettra pas nécessairement aux gens qui arrivent en bus ou par d'autres moyens s'ils ont atterri à Toronto, mais je pense que ça va permettre à plus de gens de profiter des services du milieu communautaire. Puis comme je disais tout à l'heure, ces services-là, c'est gagnant parce qu'ils permettent aux gens de mieux se placer plus vite dans leur vie. Est-ce que vous avez participé à l'élaboration du projet que les Midi vient d'annoncer au niveau du parcours personnalisé? Oui, tout à fait. Donc, vous avez contribué à l'élaboration? Oui, puis on fait maintenant partie du projet pilote pour tester le parcours personnalisé. Donc, excellent. Oui, on était proche de tout ça. Et si je bâtirais peut-être un peu sur ce qu'on vient de dire par rapport au parcours personnalisé. Oui. En fait, si on pouvait l'articuler simplement, c'est qu'il est basé sur le projet d'immigration de l'individu et sur son parcours migratoire. Alors, en gros, on l'a articulé autour de tout ça. C'est excellent ce que vous avez développé. Ma dernière question, avant de passer la parole à ma collègue, c'est sur la capacité d'accueil. Il y a quelques écoles de pensée au Québec maintenant qui disent, écoutez, on ne peut pas aller au-delà de 40 000. Vous avez tous suivi ce qui a été dit la dernière année
en prendre moins pour en prendre soin. Là, on frappe le mur avec la pénurie de main-d'œuvre. Il faut qu'on trouve des solutions et qu'on innove. Ma question, parce que je l'ai posée à plusieurs autres groupes. En Montérégie, on m'a dit, écoute, nous, on peut prendre davantage. Mais l'adage qui circule, c'est qu'on ne peut pas prendre davantage de gens. Vous êtes là, la première ligne. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de chiffrer, est-ce que vous pouvez doubler, tripler ou quadrupler votre capacité d'accueil? Ou bien rester limité à ce que vous offrez déjà? Je vous dirais que dans le passé, on n'a jamais fermé les portes à accueillir des gens. On a toujours été en mesure de répondre aux demandes. C'est pour ça qu'on a développé une offre à plusieurs niveaux. Ce qu'on ne peut pas faire individuellement, on va le faire en groupe. Donc, je pourrais répondre, est-ce qu'on peut accueillir plus de gens pour offrir des services à plus de gens? On serait probablement, oui, en mesure de le faire. En fait, je vois juste ce que vous avez développé. Vous avez développé de l'expertise, un parcours personnalisé. Et en parlant votre nom, en nom de la capacité d'accueil, on dit aux gens, on n'est pas capable d'accueillir plus. Or que vous êtes les intervenants de la première ligne. Donc, moi, ce que j'essaie avec vous de comprendre, comme ce que j'ai fait avec les gens de la Montérégie, de l'Estrie, les gens qui travaillent sur le terrain, qui comprennent le terrain, sont capables d'avoir plus. Donc, le fait de dire aujourd'hui que notre besoin, c'est 40 000 et on oublie la pénurie de main-d'œuvre, pour vous, c'est un mythe, ce n'est pas un fait, parce que les organismes d'accueil peuvent, et ils ont développé de l'expertise pour accueillir plus et offrir plus de services. Ce que je vous dirais, c'est qu'au fil des 35 dernières années, on a répondu à la demande et on va continuer à le faire. Excellent, et je comprends. Je ne pouvais pas répondre d'une manière plus claire à la question, je comprends. Je vais juste la reformuler autrement. C'est que si j'ai une demande aujourd'hui supplémentaire de personnes qui viennent de l'extérieur, votre organisme Alpha est capable, avec ses partenaires, à la livrer, du moment que vous avez déjà l'expertise. On est en mesure, oui, on est en mesure d'accueillir les gens et de leur offrir des bons services. Et les ressources. Et les ressources, oui. Merci à vous deux. Continuez votre beau travail. Je cède la parole. Madame la Présidente, si vous permettez. Absolument, Merci. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. La parole est à vous. Et dites-moi, Madame la Présidente, combien? 5 minutes 45. Merci. Messieurs, bonjour. Bonjour. Contente de vous revoir. Oui, justement, on parlait de l'immigration humanitaire, des réfugiés tout à l'heure. Vous nous dites que, finalement, ces gens-là veulent travailler. Donc, je ne me trompe pas en me disant que ces gens-là contribuent à l'économie du Québec. Tout à fait. Tout à fait. Nous, un des avantages pour les demandeurs d'asile, c'est qu'ils obtiennent un permis de travail assez rapidement. Donc, ils sont prêts, ils sont fin prêts, ils sont sur les blocs de départ pour intégrer le marché du travail. Donc, diminuer les seuils de l'immigration humanitaire quand on est en pénurie de main-d'œuvre, qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Comme je disais, on ne va pas se prononcer sur les nombres. On va se concentrer sur notre mission. Notre mission, c'est d'offrir des services. Chez ALPA, particulièrement, on a fait le choix d'offrir plus de services aux demandeurs d'asile. Et je pense que ça s'est fait avec beaucoup de succès. Des milliers qui viennent depuis 2017 chez nous. Et on va continuer à augmenter parce que la demande est là. Et comme il y a peu d'organismes qui sont prêts à les desservir, on va continuer à le faire avec beaucoup d'énergie. Donc, ce que vous voyez sur le terrain, c'est qu'il y a de la place pour ces gens-là. Il y a des employeurs qui sont prêts à les embaucher. C'est là que j'allais, moi aussi, si vous me permettez. Juste parce que j'y suis depuis 10 semaines. Mais en 10 semaines, j'ai eu à peu près 40 employeurs qui nous ont appelés pour des besoins de main-d'œuvre, pour nous présenter à peu près 45 postes pour demander de l'aide, alors qu'on ne s'affiche pas officiellement comme une aide au recrutement ou au placement. J'ai quand même une inquiétude à cet égard, c'est que dans certaines des requêtes reçues, il y a un phénomène d'instrumentalisation des personnes immigrantes, alors que j'entends parfois, pour ce poste-là, moi, j'ai besoin de 2 bras, 2 jambes et quelqu'un débrouillard avec un permis de conduire. Ça, personnellement, à titre de service aux employeurs, moi, je trouve ça inquiétant, ce bout-là. Et alors, quand on dit que les employeurs ont besoin d'accompagnement, ne serait-ce que dans cette phrase-là de « qu'est-ce que vous cherchez, de quoi avez-vous besoin » qu'on me répond,
2 bras, 2 jambes, un permis de conduire et quelqu'un de débrouillard. Moi, déjà par là, je sais que l'employeur a un besoin, certainement de main-d'œuvre, mais probablement d'accompagnement également, si jamais on devait essayer d'accueillir ou d'intégrer. Oui, et donc, c'est ça, je comprends. Donc, aider l'employeur, aider aussi l'employé ou le futur employé à bien répondre aux demandes de cet employeur-là. Puis des fois, ça paraît évident, mais c'est pas si facile que ça. Et j'ajouterais à notre responsabilité comme organisme de valider que c'est un employeur responsable et qui sait comment bien faire les choses. Parce que la piste de l'immigration en est une, mais c'est pas la seule façon de contribuer à de l'innovation et à changer des pratiques non plus. Et quand on parle d'intégration, je me permettrais d'ajouter un employeur qui disait est-ce que c'est moi qui vais être obligé d'aller à la Caisse populaire avec lui? Et ma réponse fut c'est peut-être pas vous personnellement qui allez devoir y aller, il va falloir que quelqu'un y aille. Parce que quand on n'est jamais allé dans une institution financière en Amérique du Nord, ça dépend d'où on vient, là, mais ça peut être plus compliqué de comprendre comment ça marche. Donc, il faut que quelqu'un l'explique. Il faut de l'accompagnement. Oui. Ça, c'est sûr. Et puis, vous faites un excellent travail dans ce sens-là. Moi, mon comté, c'est Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord, pas loin de chez vous. Oui. Il y a environ, on me disait, le directeur de la table de quartier me disait qu'il y a environ 30 organismes qui touchent de près ou de loin à l'intégration des immigrants dans le comté. La CJE, que vous connaissez, qui fait sa part aussi. Et donc, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des gens qui font ce parcours personnalisé déjà. Alors là, on va avoir le gouvernement qui va arriver avec son agent d'intégration. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de dédoublement? Comment on fait pour bien s'arrimer? Je vous répondrais que il va falloir se concerter. J'allais dire avoir un arrimage, mais je ne veux pas faire de jeu de mots avec arrimage. Mais ça va prendre un bon arrimage entre les agents d'intégration et les organismes qui sont sur le terrain. De ce qu'on vivait avant. Et c'est pas tous les immigrants qui vont arriver, qui vont rencontrer des agents d'intégration, là. Il y a encore des immigrants qui vont arriver sur le terrain puis qui vont aller directement dans l'organisme communautaire, là. C'est pas dans peu importe le nombre, là, qui va arriver au Québec, ils vont pas tous systématiquement avoir leur plan fait par un agent d'intégration. Donc, comme organisme, on va continuer à faire ça. Pour les gens qui vont arriver avec le plan fait par l'agent d'intégration, je pense que notre rôle, notre expertise va se jouer dans la mesure où on va être capable de le suivre, ce plan-là, et de l'adapter, le moduler selon l'évolution des besoins. Chaque région va avoir sa spécificité. Donc, l'agent d'intégration dans Montréal-Nord n'aura pas les mêmes outils que nécessairement quelqu'un à Rimouski. Oui. Oui. C'est ça. Oui. En fait, il ne s'appuie pas non plus sur le même réseau d'organismes communautaires. L'offre varie selon les régions. Donc, à Montréal, il y a une concentration d'immigration, mais il y a une concentration d'expertise puis d'organismes aussi, là. C'est ça. Je trouve aussi que la question est très bonne et c'est pourquoi nous, on est très fiers de participer au projet pilote du parcours personnalisé, justement pour définir où commence le rôle de l'un et l'autre. Mais idéalement, faire de la complémentarité plutôt que du dédoublement. C'est très bien. Merci. Je cède maintenant la parole au député de Laurier-Dorion, le porte-parole de la deuxième opposition. Merci. Bonjour, monsieur. Concernant, on discute beaucoup de la question de la surqualification, du taux de chômage. L'idée qui est souvent transmise, c'est que les taux de chômage plus élevés des personnes issues de l'immigration, c'est parce qu'elles sont surqualifiées. Alors, j'entends votre propos sur les parcours migratoires, etc., un propos plein de belles analyses, très nuancées, etc., qui met beaucoup de l'avant la question des billets discriminatoires, là, qui sont souvent inconscients ou c'est pas par faute de volonté. Et la question très précise, est-ce qu'un taux de chômage, selon vous, là, plus élevé pourrait correspondre davantage à une situation de surqualification ou à une situation de non-reconnaissance des compétences? Non-reconnaissance dans le sens de voir, Je dirais les deux. Mm-hmm. Ce sont deux des causes principales. Je ne suis pas capable de la qualifier à ce stade-ci en termes de nombre précis. Mm-hmm. C'est deux enjeux. OK. Qui sont très réels. Oui. Ouais. Est-ce que vous rencontrez beaucoup d'immigrants qui sont surqualifiés dans votre travail et qui ont de la difficulté à se placer en emploi? Nous, on les accueille pour
l'employabilité. Alors, à ce stade-là, ils ne sont pas nécessairement surqualifiés, ils sont qualifiés, point. Et le but est de trouver le bon poste pour la bonne personne. Est-ce que vous y On arrivez? cherche le bon emploi. Est-ce que vous y arrivez? Dans beaucoup de... Plusieurs cas, oui, on y arrive. On y arrive parce qu'on a un bon taux de succès au niveau du placement, parce qu'on a développé au fil des années un bon réseau d'employeurs, puis un bon programme préparatoire aux gens avant, quand ils viennent chez nous, ils trouvent en général relativement rapidement, là, je pèse mes mots, là, parce qu'il y en a dans certains cas, c'est un peu plus long, mais ils vont retrouver relativement vite un bon emploi. Oui. Donc, d'après votre expérience, si on met les efforts, l'accompagnement personnalisé, bien connaître les besoins de la personne, sa connaissance du marché du travail, une personne qui est dite surqualifiée, entre guillemets, va trouver un emploi. Là. Ben, une personne... J'ai tendance à dire oui. Oui, moi aussi, mais une personne qualifiée plutôt que surqualifiée. Mais une personne qualifiée, bien accompagnée d'un employeur respectueux des compétences et qui a lu les compétences transférables, à mon avis, va reconnaître le talent et surtout en situation où il y a des besoins, va savoir. Mais les deux côtés doivent être bien accompagnés pour que cet arrimage-là arrive. Ça conclut. D'accord. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Gaspé, qui représente le 3e groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Bon après-midi, messieurs. Mes excuses d'avoir manqué les premières minutes de votre présentation. Je voulais savoir, vous dites que vous avez, dans votre parcours d'accompagnement, vous offrez des services de francisation. Est-ce que ce serait possible de m'en dire un peu plus, puis me dire quels sont les enjeux liés à ce service-là et est-ce que l'annonce du gouvernement récemment vraiment vient régler tous les enjeux, les défis là, que vous rencontrez? Dans la dernière année, chez nous, ça a été 2000 élèves à temps partiel en francisation. Le taux d'abandon était un peu inquiétant, je vous dirais. Et je suis persuadé que la mise en place des allocations, d'une allocation financière, et là c'est tout nouveau, c'est commencé depuis le 1er juillet, aura un impact à la fois sur le taux de persévérance des élèves, mais on le sent déjà pour l'automne. C'est pour ça qu'on va ajouter des cours le dimanche, on va ajouter des cours le jeudi soir, le vendredi soir. À temps partiel, j'imagine aussi. À temps partiel, oui, pour que les gens puissent profiter du programme de francisation. Donc, chez nous, les nouvelles mesures qui ont été annoncées, on les voit de façon très positive parce qu'on les réclamait depuis nombre d'années et on est heureux de voir que là, ça s'est concrétisé. Donc, l'impact de ça va être positif à court, moyen et long terme, définitivement. Il y a déjà un impact sur les inscriptions. Oui. Oui. Puis est-ce qu'il y a des préoccupations vraiment que vous voulez nous faire part là, pour pas que ce soit oublié dans la façon de traiter je vous dirais que c'était... là, nous, on a partagé, en février dernier, quand on est venu sur la loi 9, on a partagé l'élément des calendriers. Et je sais que c'est en train de se traiter en ce moment, le fait que tous les organismes commençaient leur session à la même date. Donc, un immigrant qui manquait le début de la session devait attendre 12 semaines avant de commencer sa francisation. Et c'est dans ces 12 semaines-là qu'il y en a beaucoup qui décident de faire autre chose. Donc, chez nous... on est content de voir que là, cette étude, c'est en train de se mettre en place et qu'il va y avoir des calendriers qui vont donc se chevaucher, qui vont raccourcir la période au cours de laquelle les gens ne peuvent pas commencer le processus de francisation. Merci. C'est très bien. Monsieur Fréchette, Monsieur Mallette, je vous remercie pour votre contribution à la commission. Je suspends les travaux quelques instants pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci à vous.